ce soir. Alors, donc, je suis Angèle Bodbol et je suis thérapeute psychocorporelle et énergéticienne. Donc, je reçois en séance individuelle et j'utilise comme outil la sophrologie et le soin énergétique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le soin énergétique, c'est une approche de soin global, en fait, qui consiste à rééquilibrer et dynamiser les rythmes de la force vitale dans le corps. Par ailleurs, je suis auteure du livre Éloge du pardon aux éditions Trédaniel. Voilà pour la présentation. Donc, ce soir, il va être question de réconciliation et de retour à soi. Alors, pour ma part, cette démarche de réconciliation et de retour à soi passe nécessairement par le processus du pardon à soi-même. C'est un passage obligé pour moi. On va le développer tout au long de la soirée. Il s'agit bien là du pardon à soi-même et pas nécessairement du pardon à l'autre. C'est un processus entre soi et soi. Et pour moi, le pardon, c'est un processus par lequel on se restitue à soi-même, on se rend à soi-même, en faisant la part de ce qui m'appartient et de ce qui m'appartient à l'autre. Il y a une psychologue dont je ne me souviens plus le nom, qui avait donné cette définition du pardon et qui me va assez bien aussi. Pardonner, c'est entre moi et moi, et c'est cesser de souffrir d'avoir souffert. C'est-à-dire que lorsqu'on ne rompt pas un lien avec le passé, avec une mémoire, quelle que soit la mémoire d'un préjudice, la mémoire familiale, la mémoire psychogénéalogique. Tant qu'on ne rompt pas ces liens énergétiques qui nous lient à une situation ou une mémoire, eh bien on n'est pas libre. On fait perdurer quelque part ce lien énergétique et donc on n'arrive pas à se libérer de la rancœur et de la rancune. Et à cela, moi j'ai envie de dire, ce que tu ne veux pas, ne le nourris pas. Voilà, ça c'était ma présentation succincte du pardon, en sachant que voilà, on y reviendra à plusieurs reprises. Et en fait, quand on évoque le pardon, pour moi, il y a beaucoup de mots en R qui viennent énormément, comme retrouvailles, retournement intérieur, renaissance, réparation, réconciliation, responsabilité, reconnaissance, restauration. C'est fou, hein. En préparant cette conférence, je me suis dit qu'il y avait vraiment énormément. Il y a aussi le très beau mot métamorphose, bien sûr. Voilà, mais c'était là le petit clin d'œil de la langue française qui à travers ces mots, nous indique bien qu'il y a un retour à soi. C'est comme si, voilà, il y a un éloignement, une séparation, et voilà, on reconnecte, on revient. Alors, dans un premier temps, j'aimerais poser un cadre qui me semble important. Il est plus qu'important pour moi de nous rappeler que nous sommes issus de l'amour et que nous retournons à l'amour. Nous sommes cette parcelle de l'essence qui vient s'incarner et vivre des expériences dans la matière. Alors dans cette fraction, dans cette partie lumineuse qui vient s'incarner dans la matière, on renferme en nous toutes les mémoires de cette essence primordiale qui est l'amour. Mais nous sommes aussi humains,
et nous venons vivre des expériences dans ce monde de dualité, de relativité. Et parfois, si nous oublions notre origine, pour moi, c'est la nature qui va nous le rappeler. C'est la terre, c'est cette merveilleuse terre. C'est la beauté de la terre, c'est la merveille, c'est les variétés. On a vraiment l'impression que cette énergie primordiale s'est déversée sur notre planète. Elle a déversé à l'infini toutes ces dégradés de couleurs, toutes ces formes multiples, toute cette beauté et diversité dans tous les règnes, que ce soit végétal, minéral, animal et humain. Et tout cela vient faire quoi quand on oublie de là où on vient? Il faut aller se régénérer dans la nature. Et cette nature nous susurre à l'oreille toujours: souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de qui tu es. Et bien sûr, nous arrivons chargés dans ce monde, chargés de certaines mémoires, de notre filiation, de notre transgénérationnel, et pas que, mais on le verra un peu plus loin. Et nous arrivons, c'est avec cette essence aussi divine à l'intérieur de nous. Donc nous sommes un ensemble divino-humain. Et l'humain sur cette planète, il ne peut pas juste se souvenir de son essence divine, il a aussi des expériences à vivre dans la matière pour grandir en conscience et faire des réparations dans l'histoire, dans l'histoire familiale, dans sa propre lignée, et pour lui-même, en fait, pour lui-même dans son évolution propre. Donc, toutes ces expériences et tout cela va nous apprendre à nous connaître et à identifier là où il y a des réajustements à opérer en soi. Et pour finir avec le cadre, je voudrais donc vous dire que nous allons partir du principe que dans ce processus, il n'y a ni bien ni mal. Nous allons sortir de cette dualité bien-mal pour aller s'élever au niveau de la conscience et de l'apprentissage et de la connaissance de soi, qui n'est absolument pas linéaire. Le bien et le mal nous maintient dans quelque chose de linéaire. Il faut presque aller dans le ternaire, il faut créer cette troisième bulle qui va être une bulle de conscience et d'amour de soi. Alors, voilà, donc ça j'ai posé un cadre qui est très important. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais le bien, le mal, oh, ça ne veut pas dire que on va faire n'importe quoi dans notre vie, etc. Alors bien sûr, dans notre monde duel, il a fallu quand même mettre des lois pour ne pas tout simplement aller tuer son voisin ou rentrer chez lui, le dévaliser, etc. Peut-être sur des plans supérieurs, nous n'aurions pas besoin de toutes ces lois, parce que nous aurions atteint une conscience tellement noble de l'humain, tellement noble, tellement proche de l'essence de la vie, que il ne nous viendrait jamais à l'idée d'aller faire à l'autre ce que l'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça sera tout simplement sur d'autres sphères, ça n'est plus dans la réalité de la vie que d'aller engendrer une situation négative, enfin je n'aime pas trop ce mot-là, mais une situation qui va générer des désagréments pour l'autre et tout. Vous voyez, mais comme nous ne sommes pas encore sur Terre tous à ce niveau d'évolution, nous avons besoin effectivement dans ce monde terrestre de certaines lois, pour des lois comme des garde-fous pour que nous ne passions pas notre temps à nous écharper
Donc voilà, mais là, quand je vous dis que dans ce processus intérieur, aller au-delà du bien et du mal, c'est sur un autre plan. Hein. C'est sur le plan où on va aller au-delà du jugement, au-delà du positif, du négatif, mais au-delà de tout ça, juste comprendre et entrevoir dans sa réalité qu'il peut y avoir une évolution qui se situe bien au-delà de ces notions-là. C'est une notion qui appartient à la conscience, à l'élévation de l'être et à l'ouverture du cœur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur Terre. On est ce bébé, cet enfant qui arrivons avec toute cette candeur, tout cet enthousiasme que nous gardons quelque part peut-être de là où nous venons. Et en fait, on est porté par un élan de vie permanente. On a envie, l'enfant a tout de suite envie d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler. Et naturellement, il a ce savoir, cette connaissance, hein, connaissance de connaître avec, c'est-à-dire que c'est en soi, c'est une connaissance intrinsèque où il va savoir, sans qu'on ne lui ait nécessairement appris, qu'il faut qu'il se verticalise, aussi parce qu'il nous voit, donc il sait qu'il va aussi devoir se verticaliser. Je suppose qu'un enfant qui grandit parmi les animaux va peut-être marcher à quatre pattes, donc il y a cette espèce de mimétisme, et aussi une mémoire intrinsèque quand même de cette verticalisation qui va s'opérer au départ sur un plan physique et plus tard sur un plan intérieur. Donc cet enfant, il est plein de désir de vie, de soif de vie, et il arrive avec une forme de pureté. Et au fur et à mesure de son éducation, il va subir certains conditionnements, et parfois même des injonctions parentales au sein de sa propre famille, et plus tard dans la société. Il va porter en lui toutes ces mémoires. Pourquoi? Parce que durant l'enfance, nous sommes totalement dépendants des enfants. Un enfant ne peut pas dire ciao, les parents, je vous laisse parce qu'il ne pourra pas survivre, parce qu'il ne sait pas préparer ses aliments lui-même, il ne peut pas encore gagner de l'argent pour acheter. Vous voyez, il est en totale dépendance matérielle et même d'un point de vue émotionnel, intellectuel des parents. Il n'a pas encore suffisamment d'expérience de lui-même pour pouvoir affirmer certaines choses, alors que les adultes vont, eux, affirmer certaines choses selon leur propre modèle. C'est-à-dire les parents, c'est peut-être selon l'éducation de leurs propres parents, c'est-à-dire de nos grands-parents, qui vont peut-être essayer de transmettre certaines valeurs, quelquefois qui sont magnifiques, hein, et d'autres fois pas des valeurs, mais peut-être des croyances qu'ils ont héritées eux-mêmes de leur propre famille. Donc ils vont vous les transmettre, ils vont transmettre ça à leur enfant. Ils vont peut-être aussi transmettre une forme de projection sur vous de ce que peut-être ils n'ont pas pu réaliser eux-mêmes et qu'ils voudraient à tout prix que vous fassiez ce qu'eux n'ont pas réussi à faire. Donc c'est une projection. Donc vous voyez, vous arrivez avec tout ça placardé en vous, à l'intérieur de vous. Et enfant, vous ne pouvez pas dire à vos parents non, non, ça c'est pas vrai, c'est pas juste, parce que vous n'avez pas encore l'expérience de tout ça. Donc vous prenez ça, les parents, ce sont vos modèles. Ce sont les adultes, ce sont vos modèles. Donc on va grandir avec non seulement certaines mémoires avec lesquelles on arrive déjà sur Terre, et d'autres mémoires que l'on va récupérer comme ça dans l'enfance avec les parents, ensuite avec la société, etc. Puis, nous allons grandir, nous allons nous départir, nous quitter ce milieu familial pour aller vivre nos propres expériences.
en tant qu'adulte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, tout ce que l'on a vécu dans notre enfance qui n'a pas été évacué durant l'enfance, qui est resté comme dans une mémoire engrammée dans notre corps, et nous allons être porteurs de ces mémoires. C'est presque, ça va colorer notre être. Et donc nous allons vivre des expériences qui vont venir nous montrer cela. C'est comme un miroir, ces expériences dans ce monde, parce qu'en fait, ce monde est un ensemble de miroirs pour l'être humain pour qu'il se voie. Parce que sinon, il n'aura pas la possibilité de voir ces mémoires-là, puisqu'il a grandi avec, c'est comme une vérité. Et en fait, le monde, les expériences qu'il va vivre, étant donné qu'il est porteur de ça, il va attirer à lui certaines expériences qui vont venir lui montrer ce qu'il y a à voir à l'intérieur de lui. Vous voyez, la chose, tout est merveilleusement bien faite. En fait, on vient s'expérimenter dans la matière. Donc la matière va nous refléter ce que nous avons besoin de voir et de travailler et de guérir pour grandir. C'est magnifique, c'est parfaitement bien fait. Alors parfois, nous allons peut-être pas nous en rendre compte à partir de la première ou de la deuxième expérience. C'est peut-être il y aura des expériences répétitives, et ça je pense que ça parle pour beaucoup de gens. C'est avec ces expériences répétitives que nous allons être amenés à vivre nos dysfonctionnements. Parce que, à force que ça se reproduise, on va à un moment donné, comme un électrochoc, comme un réveil à l'intérieur de soi, pour se dire, qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce que ça bloque à l'intérieur de moi pour qu'à chaque fois, je me retrouve bloquée dans la même situation? Comme un espèce de clignotant qui s'allume pour nous dire, mais j'ai déjà vécu ça, c'est drôle quand même, ça se ressemble étrangement, non? Et vous voyez, pourquoi je vous ai dit qu'on ne sort pas du bien ou du mal? Parce que la vie ne nous veut pas de mal. La vie est enseignante. La vie, c'est de l'enseignement permanent. Donc les expériences que nous avons à vivre vont simplement nous refléter un enseignement pour nous-mêmes de savoir qu'est-ce qu'il y a en nous qui dysfonctionne et qu'on a besoin de rééquilibrer, en dehors de toute notion de bien et de mal. Peut-être revenir sur cette notion de ce tout, pourquoi ce tout, cette essence divine, se divise pour s'expérimenter. Parce que si nous ne vivons, si nous sommes dans une énergie où il n'y a de vécu, il n'y a que de la joie. Imaginez, nous sommes arrivés sur une planète où il n'y a que de la joie. Nous, aujourd'hui, nous pouvons nommer que c'est de la joie parce que nous connaissons son contraire. D'accord? Mais si nous grandissons dans un environnement où il y a plusieurs fréquences, mais nous n'avons pas le contraire pour voir que ça existe. Donc nous ne savons pas que c'est ça. Vous voyez, je vais pouvoir le réexpliquer de plusieurs manières au fur et à mesure de la séance. C'est-à-dire si je ne me divise pas, si je ne me sépare pas de la source, je ne sais pas même ce qu'expérimente la source. Parce que quand vous êtes dans quelque chose et qu'il n'y a pas son contraire, quand il n'y a pas l'inverse, quand il n'y a pas le côté opposé, on ne voit pas ce que l'on est. Et vous comprenez? Donc là, la matière va nous refléter toujours ce que l'on est. Mais pas pour souffrir, pas pour y rester englué dans la plainte et la victimisation, etc. On reviendra plus tard sur la victimisation, mais
mais pour apprendre de soi, se connaître. Et en fait, quand nous arrivons avec toutes ces mémoires, ce sont des mémoires qui nous ont peut-être heurtés. Vous voyez, il y a eu des blessures aussi. Nous avons peut-être vécu certaines choses qui nous ont tellement choqués profondément dans notre enfance que nous n'avons pas pu y faire face. Et c'est resté comme des mémoires engrammées dans le corps. Et c'est comme un petit poison avec lequel on vit au quotidien, mais sans s'en rendre compte. Vous voyez, ça va nous porter des préjudices dans nos relations aux autres, etc. Et c'est à travers l'expérience que nous allons nous en rendre compte. Et ces blessures, imaginez que vous avez des blessures, vous êtes tombé et vous avez des blessures dans le corps physique. Hein. Ces blessures, tant qu'elles ne sont pas cicatrisées, tant que vous ne les avez pas pris en charge pour les traiter, eh bien, si vous vous frottez contre un mur, vous voyez, si vous avez une ouverture là dans le bras, vous allez frotter contre un mur, ça va faire mal. Vous allez frotter contre quelqu'un, ça va faire mal. Mais en réalité, c'est pas l'autre, c'est sa blessure qui n'est pas cicatrisée. L'autre ne fait que nous révéler la douleur qui existe déjà en nous. C'est très important de le comprendre. Vous voyez, cette blessure qui est encore béante, si elle est confrontée à la matière et retransposer ça au niveau émotionnel, eh bien l'autre va nous renvoyer ce qui existe en nous. Et donc c'est une bénédiction, parce qu'à partir du moment où je vais me rendre compte que c'est encore à vif, eh ben, je vais m'en occuper, hein, je ne vais pas le laisser comme ça. Hein. Alors peut-être que je vais laisser faire une situation, 2 situations, 3 situations, mais au bout d'un moment, je vais y aller, hein, parce que ça fait mal, quoi. Donc je vais y aller, je vais le traiter. Et le traiter, ça veut dire le prendre en charge. Ça veut dire prendre en charge une partie de soi et pouvoir l'amener à la lumière. C'est pour ça que dans mon livre, vous allez trouver ma définition souvent du pardon, c'est porter nos zones d'ombre à la lumière. Vous voyez, c'est que tout d'un coup, vous mettez de la conscience, tout d'un coup, vous mettez de la lumière sur quelque chose qui était enfoui. Eh bien, c'est vachement intéressant, hein, parce que là, vous allez pouvoir aller voir ce qui se passe et aller traiter ça. Pas pour rester en tant que victime, hein, on sort de ce triangle infernal victime, bourreau, sauveur, mais pour en faire quelque chose et pouvoir le travailler, se réajuster, faire la part de ce qui s'est passé en moi. Est-ce que cette mémoire m'appartient ou est-ce qu'elle appartient à mon père qui peut-être aurait voulu me faire médecin et que aujourd'hui je me suis retrouvée à faire médecine et finalement c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Vous voyez? Et que peut-être il faut que j'aille voir pourquoi je me suis retrouvée dans un circuit qui n'est pas le mien. Alors, et là, en fait, vous faites le tri. Vous rendez à l'autre ce qui appartient à l'autre. Ce qui appartient dans cette situation du docteur machin, du père qui veut, ben, c'est mon père. En fait, c'était son désir qu'il n'a pas réussi à concrétiser dans la matière et il le transfère sur moi pour que je puisse le réaliser à sa place. Mais peut-être que moi, ça ne fait pas partie de mon chemin de vie. Peut-être que ça n'a rien à voir. Et à ce moment-là, je ne vais pas forcément en vouloir à mon père. Ça ne servira à rien. Je peux passer, parce que dans le pardon, vous avez les processus de deuil. Vous pouvez passer par, selon ce que vous avez vécu, par exemple là, vous pouvez entrer dans une colère vis-à-vis de votre père, et peut-être qu'elle sera légitime un temps, mais vous n'y restez pas toute votre vie. Cette colère va vous permettre juste de réaliser que finalement, vous êtes allé quelque part où ça n'était pas votre désir profond, ça n'avait rien à voir avec votre propre créativité. Et finalement, cette colère, elle est souvent retournée contre nous. C'est que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire à la base. Alors, on peut aussi en vouloir au père, mais on ne va pas rester englué là-dedans. Cette colère va juste nous servir à réaliser, l'émotion nous sert à réaliser, l'émotion c'est comme
un flash, encore un clignotant qui va venir nous dire « Oh oh, il y a quelque chose là qui n'est pas juste dans ta vie, tu n'es pas dans ta justesse » et donc à ce moment-là, tu le réalises et t'en fais quelque chose. Donc vous pouvez, à un moment donné, effectivement j'en parle peu dans mon livre, mais je le cite quand même, on peut passer par ces étapes de deuil parce que selon ce que l'on a vécu, ça peut ne pas être facile de se détacher de cette mémoire. Admettons, vous avez vécu un inceste, c'est autre chose, c'est encore plus profond qu'un père qui va dire à son fils va faire médecine. Parce que là, vous l'avez vécu dans votre chair, etc. Donc il peut y avoir dans ce processus du pardon et du retour à soi, ce passage par les étapes de deuil, hein, qui est la colère, le déni, la dépression, je ne les ai pas toutes là sous les yeux, mais voilà, et finalement l'acceptation. Que peut-être à un moment donné, vous allez réaliser, ok, ça appartient à mon père, ça appartient à son histoire, c'est pas mon histoire. Et ok, ben, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais la vie, à force d'aller dans ces cours de médecine et de m'ennuyer à mort et de ressortir de là-dedans en me disant mais qu'est-ce que je fous là, etc. Ben, tout ça m'amène à identifier mes réels besoins. Donc vous voyez, on sort du positif et du négatif. On va au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce qui me sert dans ma vie, qu'est-ce qui m'aide à m'élever, qu'est-ce qui m'aide à guérir et à reconnecter ce qui est de l'ordre d'un souhait, d'un désir profond qui va m'aider moi à me réaliser. Donc à partir du moment où je me rends compte que finalement, ok, ça appartient à mon père, tout ça, je fais le tri et tout, et bien à ce moment-là, je me réajuste. Vous voyez, je change de direction, je cesse de faire quelque chose qui me fait du mal, je cesse la maltraitance et je choisis d'aller ailleurs. Et tout ce travail que l'on fait, c'est un travail d'introspection qui va nous mener à une meilleure connaissance de soi et à plus de responsabilité, afin vraiment de sortir du schéma victime-bourreau-sauveur. Parce que si je passe mon doigt à pointer la société, mes parents, etc., je vais toujours transposer le problème à l'extérieur et je ne vais jamais considérer ce que j'ai moi à faire pour moi-même. Donc ce doigt, il se retourne vers soi, mais pas pour s'accuser, pour devenir responsable, pour devenir autonome. Et la seule chose, la chose principale qui va nous mener à l'autonomie, c'est la connaissance de soi, mais pas une connaissance intellectuelle, une connaissance pratique. Et qu'est-ce qui va nous donner cette connaissance pratique? C'est notre quotidien, c'est notre vécu quotidien dans les expériences de tous les jours. C'est magique, c'est un super cadeau de venir sur Terre et d'expérimenter ça, sans oublier que tout ce travail de retournement intérieur que nous allons faire, nous ne sommes jamais seuls. Vous vous souvenez, le début de ma conférence, cette force de vie est toujours avec nous. C'est même si peut-être, selon ce que l'on a vécu, on peut passer par des moments douloureux, etc., nous ne sommes jamais seuls. D'autant plus que si nous tendons vers cette élévation, vers cette connaissance de soi, nous allons être aussi conscients de cette force de vie qui nous sous-tend à chaque instant et qui va tout mettre sur notre chemin, toutes les synchronicités, toutes les rencontres, pour que nous accédions de plus en plus à ce que nous sommes véritablement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a fait tout ce cheminement? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a fait tout ce cheminement de déblayage, de nettoyage, de guérison, d'attention, de bienveillance, d'intention vis-à-vis de nous, de grandir? Finalement, tout ça, ce sont des qualités de l'amour. Et on se rend compte que quand on fait ce cheminement du pardon à soi-même, c'est un méli-mélo de conscience et d'amour. C'est-à-dire nous percevons davantage ce qui se passe en nous et parce que nous faisons ce cheminement de retournement intérieur, nous nous portons tout l'amour nécessaire pour devenir adultes, responsables,
en coupant les liens de ce qui nous retient et pour pouvoir accéder à notre propre créativité. Et nous, sur ce cheminement, nous allons aussi prendre conscience de toute la maltraitance que nous avons acceptée dans notre vie aussi. Vous voyez, parce que ces expériences répétitives sont là juste pour nous montrer, arrête de te faire du mal, arrête de continuer d'alimenter quelque chose, d'alimenter une mémoire qui existe en toi. Donc à un moment donné, on va cesser de dire oui quand à l'intérieur de nous, ben non, c'est non. Pourquoi je dis oui alors qu'en moi, tout dit non? Vous voyez, vous allez entrer dans ce cheminement de respect, de profond respect de vous-même, parce que c'est devenu vital. C'est devenu vital et nécessaire pour que vous soyez, vous voyez, en adéquation dans votre axe et en accord avec vous-même. Donc ce processus nous mène à l'amour et à la gratitude. Parce que au fur et à mesure, quand nous allons nous libérer de ces mémoires qui sont devenues des croyances à l'intérieur de nous, eh bien nous allons créer d'autres circuits neuronaux. Nous allons créer d'autres cheminements à l'intérieur de nous que nous allons créer nous-mêmes en fonction de nos vrais désirs, de nos vrais besoins, de notre véritable identité. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire sur cette planète? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir pour moi-même? Et là, vous n'allez plus rester dans cette répétition aveugle, inconsciente. Vous allez générer de la créativité. Et c'est vous qui allez mettre en place des choses qui vont vous aider à offrir au monde ce que vous êtes. C'est magnifique, c'est une véritable métamorphose. Et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous arrivez à créer votre vie comme vous le souhaitez au plus profond de vous-même, mais vous allez braver ce fameux syndrome de l'imposteur où peut-être vos parents vous ont dit non, non, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas, t'as pas les moyens d'eux, on peut, tu vois là, c'est pas ton chemin, vous voyez, et que vous avez grandi avec ça en disant bah non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir aller là, voilà, je ne peux aller que sur le chemin que l'on a tracé pour moi. Non, vous allez tracer votre propre chemin, vos propres chemins, parce que dans cette évolution, on trace un chemin que l'on quitte, qu'on leur revient, dans ce cheminement, en fait, on vit beaucoup de mort et renaissance, parce que ce qui est réel aujourd'hui pour nous et qui nous correspond dans 6 mois va ne plus l'être, parce qu'on va évoluer, on va grandir et on va créer d'autres chemins neuronaux encore. Vous voyez, c'est magnifique. En fait, Boris Cyrulnik, c'est très difficile de ne pas parler de Boris Cyrulnik quand on parle du pardon. Boris Cyrulnik, qui est psychiatre, qui a vécu la déportation, tous ses parents, toute sa famille est morte en déportation. C'était, je crois, le seul survivant, d'après voilà, ce que je m'en souviens. Il parle de résilience, c'est-à-dire que nous pouvons utiliser une situation comme un tremplin pour rebondir et se reconstruire. Et nous ne le faisons pas seuls, souvenez-vous, nous le faisons avec la force de vie qui est toujours présente en nous. Et quand on entame ce cheminement, c'est vraiment un retournement intérieur où les épreuves deviennent initiatiques. Vous voyez, nous sortons vraiment de ce système victime-bourreau-sauveur et nous commençons à créer et à passer par toutes ces étapes à l'intérieur de nous, hein, les étapes de deuil, les étapes de compréhension, les étapes de lâcher prise. Mais vous voyez, c'est vraiment un cheminement de conscience
de conscientisation, mais qui est directement lié à l'espace du cœur. Parce que ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose que vous allez vivre dans la matière pour vous connaître vous-même et accéder à cette réconciliation avec vous-même. C'est vraiment le retour à la maison. Vous voyez, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, vous avez un terrain en friche. Vous avez acquéri un terrain en friche. Et qu'est-ce qui va se passer? Au départ, vous allez devoir enlever les mauvaises herbes. Vous allez enlever, vous allez retourner la terre. Et dans cette terre, il y a tout. Il y a le terreau et se fait de lui-même avec les mauvaises herbes. Tout ça, ça va. Vous voyez, vous allez retourner la terre et ce qui est à l'intérieur de la terre va servir à faire pousser d'autres choses. Mais il va falloir ce terrain en friche quand même le nettoyer, enlever les mauvaises herbes et à faire les tris en ce que vous voulez garder, pas garder, et puis retransposer ça à votre être émotionnel. C'est-à-dire que vous allez devenir une terre, votre terre intérieure, elle va devenir fertile comme cette terre extérieure. Et comme cette terre va devenir fertile, vous allez pouvoir y faire pousser vos propres fruits, vos propres légumes. C'est vous qui allez maintenant gérer cette terre. Vous n'allez plus la subir avec toutes ces mauvaises herbes. Mais bien sûr qu'il va falloir de l'entretien, bien sûr. Tout demande de l'entretien, ou sinon, quand vous oubliez quelque chose, il finit par pourrir. Donc, et au fur et à mesure de ce cheminement intérieur, vous allez, comme dit Annick de Souzenel, vous allez nommer vos animaux intérieurs, vous allez identifier vos animaux intérieurs. Et qu'est-ce que c'est que les animaux intérieurs? Nous allons prendre juste un exemple. Par exemple, vous pouvez nommer votre lion intérieur. Le lion est vraiment symbole de vanité. Vous voyez, quand Annick de Souzenel parle de nommer nos animaux intérieurs, c'est ça. Qu'est-ce qui en moi est encore entaché de vanité? Et est-ce que cette vanité me sert à évoluer? Est-ce qu'elle me sert à grandir? Est-ce qu'elle me sert à me connaître davantage? Ou qu'est-ce que j'en fais de cette vanité, vous voyez? Donc vous allez apprendre, finalement, nous allons apprendre à intégrer toutes les parties de nous-mêmes et à transformer ce qu'il y a à transformer. Et en fait, au fur et à mesure, nous allons vers une forme d'unification de l'être. Quand je parle d'unification, je ne parle pas de perfection, parce que la perfection n'existe pas. C'est juste une évolution permanente où nous allons aller rentrer de plus en plus à la maison, notre intériorité. Vous voyez, par exemple, un autre exemple, c'est Mandela. Mandela qui a vécu toute sa vie en prison. Il a véritablement, pendant toutes ces années, effectué un retournement intérieur et tout le monde connaît Mandela. Tout le monde a été témoin de cette transformation extraordinaire. Donc de ce temps où il a été prisonnier, mais prisonnier réellement. C'est très rare, une vie pratiquement passée en prison. Mais nous pouvons passer toute notre vie dans notre propre prison à nous. Et par contre, dans cette prison intérieure, à l'inverse de Mandela, qui lui avait un geôlier pour lui ouvrir la porte de prison pour aller faire un tour, dans cette prison intérieure, c'est nous qui avons les clés. Personne ne va venir ouvrir cette prison pour nous-mêmes. C'est nous sommes notre propre geôlier. Nous sommes prisonniers et geôliers aussi. Et donc nous avons les clés. Nous avons les clés à l'intérieur de nous pour sortir. Et le pardon est une grande clé. Le pardon vis-à-vis de soi est une très très grande clé. Je vais vous reprendre encore un autre exemple où nous pouvons parler de pardon. Par exemple, vous avez un nouveau projet et voilà, ce projet est en route et tout d'un coup, vous dites, tiens, je vais peut-être inclure d'autres personnes dans mon projet et vous pensez à quelqu'un, mais à l'intérieur de vous, vous avez cette petite voix que parfois on n'entend pas ou parfois on entend et on n'en tient pas compte
petite intuition là qui vous dit je sais pas pourquoi, mais je suis pas complètement en accord avec ça, mais voilà, vous l'avez entendu, mais vous n'en avez pas tenu compte. Ou pas entendu du tout. Donc, alors, vous rentrez cette personne avec vous dans votre projet, et puis au fur et à mesure, le temps passe, les mois passent, et cette personne fait des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et, et vous le voyez. Puis vous dites, bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence, c'est ok, tout ça. Puis à un moment donné, il passe à un degré plus fort, il vous trahit. Et à ce moment-là, là, ça fait l'électrochoc. Là, vous dites non, non. Et là, tout revient dans votre mémoire, que finalement, vous le saviez dès le départ, que vous avez vu qu'à plusieurs reprises, il ne s'est pas comporté voilà, de manière correcte, jusqu'au moment où on est arrivé à la limite de ce que l'on peut accepter, c'est-à-dire le moment de la trahison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Où se place le pardon? Le pardon n'est pas de lui pardonner à lui, parce que lui, il est ce qu'il a été, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais c'est de se pardonner à soi et d'identifier toutes les fois où vous aviez eu l'information et vous ne l'avez pas entendue. Et bien sûr que ça va générer de la colère parce qu'il y a une partie de vous qui savait que c'était pas bon et elle y est allée quand même. Donc encore une fois, pas de jugement, pas de bien, pas de mal, mais notre émotion, l'émotion, elle va être là bien sûr. Il y aura de la colère après nous, d'avoir laissé faire ça, d'avoir accepté ça. Et cette colère, elle est salvatrice, elle est utile, parce qu'elle va nous montrer à quel point nous avons accepté la maltraitance. Et est-ce que nous voulons encore continuer d'accepter de la maltraitance? Vous voyez, même quand entre guillemets, les parents ne sont plus là, la société, tout ça, on se le fait tout seul des fois, cette maltraitance. On la fait perdurer seul, jusqu'à ce que l'on apprenne ce très grand respect de l'être et qu'on soit de plus en plus en connexion avec soi-même pour vraiment entendre notre intuition qui est en permanence là, entendre, voir les synchronicités, pour être le plus proche de soi à l'intérieur, pour entendre tout cela, voir et se diriger dans notre vie avec une conscience plus grande et un amour plus grand de soi, parce que quand on se respecte, c'est de l'amour que l'on se donne. Vous voyez? Et ça, c'est très, très important, ces histoires-là. Il y avait un film aussi qui était très intéressant à voir, si vous avez l'occasion, c'est le film Nevada. C'est encore une autre manière d'identifier là où est le pardon. C'est un homme qui a tué. Voilà, il a peut-être tué plus d'une fois dans sa vie. Donc il se retrouve dans une prison au Nevada. Prison voilà, pour les détenus qui ont quand même voilà, tué plusieurs fois. Et il demande à son geôlier, il dit qu'il ne veut pas voir d'être humain. Il est tellement meurtri de ce qu'il a fait, il est tellement écœuré de lui-même en réalité, qu'il n'est même plus capable de voir un être humain en face de lui. Donc il est très seul dans cette prison. Et en fait, dans cette prison, il propose de la réhabilitation des prisonniers. Et cette réhabilitation passe par le fait de dompter des chevaux sauvages, ces chevaux qu'on appelle les mustangs. C'est des chevaux qui vivent dans les plaines du Nevada, qui côtoient très peu l'être humain, qui sont extrêmement sauvages. Et donc, quand ces chevaux arrivent, ils le connectent tout de suite avec l'un d'eux. Et tout au long du film, ils vont se renvoyer en miroir leur dureté, leur manque d'humanité, leur carapace. Et tout le film va être basé sur ce dénuement. Petit à petit, ils vont ce dénuement commun, parce qu'ils vont se renvoyer en miroir ce qu'ils sont. En tous les cas, le cheval va beaucoup renvoyer à ce prisonnier ce qu'il est, et jusqu'au moment où ce prisonnier craque
pleure, redevient humain, et ce cheval vient poser sa tête contre son épaule. Il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption à ce moment-là qui se fait quand on commence à lâcher toutes ces carapaces, à lâcher tout ce qui nous emprisonne, à lâcher tout ce mal que quelquefois on se fait nous-mêmes ou que l'on a subi. Vous voyez, à un moment donné, et dans ce film, c'est magnifique, c'est une véritable rédemption, métamorphose. Il arrive à recevoir sa fille qu'il n'a pas vue depuis de nombreuses années, et elle lui expliquait ce qui s'est produit réellement et pourquoi il a été amené à tuer, etc. Et il pleure, il redevient le père, voilà, qui est juste en larmes devant sa fille, et c'est magnifique ce qui se passe. Vous voyez, quand il y a ce retournement de l'être, c'est juste de la beauté qui éclot. C'est juste de la beauté qui éclot. Donc voilà, j'aurai encore d'autres exemples à vous donner, mais on va peut-être passer aux questions-réponses. Vous voyez, tout au long de notre vie, on a à vaincre cette force d'inertie qui nous plombe et se reconnecter avec cette force de vie qui, elle, veut avancer, connaître, mais connaître, encore une fois, connaître par l'expérience, par l'expérimentiel, par le vécu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une réelle transformation de l'être et que nous accédons à un amour qui est totalement inconditionnel vis-à-vis de nous. Et si on peut l'avoir vis-à-vis de nous, alors on peut l'avoir pour notre prochain, pour notre voisin, pour n'importe qui d'autre. Et c'est ça qui est très 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 important dans ce processus. C'est comme vous avez fait ce travail sur vous et que vous avez reconnecté cet amour pour vous-même, eh bien vous pouvez être cet amour pour quelqu'un d'autre et pouvoir, comme vous avez eu cette capacité de recevoir à l'intérieur de vous toutes vos zones d'ombre, enfin toutes, voilà, on le fait progressivement, hein, eh bien vous êtes aussi capable d'accueillir les zones d'ombre d'autrui et de voir ce qui se passe pour autrui sans le juger, vous voyez. C'est un amour qui n'est pas bisounours, c'est un amour qui vient justement de cette vie qui est basée sur l'expérientiel. C'est ça qui transforme un être humain, c'est ça qui rend, qui fait découvrir sa profonde bonté d'être humain. Et juste finir avec cette phrase de l'alchimiste Patrick Burensteinas que j'aime beaucoup, qui dit pour se réarranger, il faut se déranger. Vous voyez, si c'est comme dans ce processus du pardon, à un moment donné, il faut accepter de passer par ces phases où parfois on se dérange, on sait plus trop où on est, on perd nos repères, on perd nos certitudes, on perd nos croyances, mais la vie a horreur du vide, donc au fur et à mesure que vous lâchez l'ancien, le nouveau se met en place. Vous voyez, au fur et à mesure que l'on lâche tout ce qu'on ne veut plus, autre chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus en rapport avec notre être, se met en place. Et tout ça est encodé d'amour. Tout ça est encodé d'amour et de respect du vivant, de respect de l'être et du vivant. Vous voyez ?